Le téléphone est silencieux, mais votre corps, lui, attend toujours. Il y a une tension subtile dans vos épaules, une vérification presque involontaire de l'écran, un soupir qui s'échappe quand la nuit tombe sans qu'aucun message ne soit venu briser le calme. Ce n'est pas un silence vide, c'est une présence, une absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle conversation. Vous avez cessé de le relancer. Vous avez arrêté de poser des questions, d'initier le contact, de chercher à comprendre. Vous avez fait ce que tous les conseils vous disaient de faire, vous vous êtes retiré. Et pourtant, au lieu de la paix, vous avez trouvé un autre type de guerre. Une guerre silencieuse, où chaque heure qui passe est une bataille entre l'intuition qui vous dit qu'il pense à vous et la réalité glaciale de son inaction. Ce paradoxe est épuisant. Comment une connexion qui semblait si forte, si palpable, peut-elle se dissoudre dans ce néant digital ? Comment peut-il penser à vous, et une partie de vous en est convaincue, sans faire le moindre geste ? Vous repassez en boucle les derniers échanges, les moments partagés, cherchant l'indice, la fissure qui aurait pu annoncer ce tremblement de terre silencieux. Mais vous ne trouvez rien. Juste une chaleur qui s'est transformée en froid, une conversation qui s'est éteinte sans explication. La question qui vous hante n'est pas seulement « pense-t-il à moi ?», la question la plus profonde, celle qui vous réveille la nuit est « si je compte pour lui, pourquoi mon absence ne le fait-elle pas agir ?» C'est une question qui touche à votre valeur, à votre place dans son monde, et qui menace de transformer l'attente en une lente érosion de l'estime de soi. Mais si la réponse ne se trouvait pas dans son téléphone, ni même dans sa tête, si la réponse se trouvait dans un espace beaucoup plus profond, un espace où les sentiments ne sont pas ce qu'ils semblent être, et où le silence est un langage complexe que l'inconscient utilise pour parler, c'est dans cet espace que la psychologie de Carl Jung nous offre une clé, non pas pour le faire revenir, mais pour vous libérer de la prison de l'attente. Car ce que son silence active en vous n'est pas seulement une histoire d'amour inachevé, c'est une histoire beaucoup plus ancienne, qui parle de miroirs, d'images projetées, et du courage de se voir enfin soi-même, sans reflet. En surface, les explications sont logiques et presque rassurantes. On vous dira qu'un homme qui se tait après une connexion intense a probablement peur. Peur de l'intimité, peur de l'engagement, peur de perdre sa liberté. On vous dira que son ego est en jeu, il ne veut pas paraître trop acquis, trop vulnérable. Il attend peut-être que vous fassiez le premier pas pour se sentir en position de force. Il est peut-être simplement confus, pris dans ses propres contradictions, incapable de nommer ce qu'il ressent et préférant la fuite au dialogue. Ces explications sont souvent vraies. L'ego masculin, conditionné par des siècles de performance et de stoïcisme, a souvent beaucoup de mal avec la vulnérabilité. Montrer un besoin, admettre un attachement, c'est prendre le risque d'être rejeté, et pour l'ego, le rejet est une petite mort. Alors il se protège. Il construit une forteresse de silence, un masque d'indifférence, en espérant que la tempête émotionnelle passe, ou que vous veniez frapper à la porte, lui prouvant ainsi qu'il ne prend aucun risque en sortant. Il se peut aussi qu'il soit aux prises avec ce que l'on appelle une peur de l'engloutissement. La connexion avec vous était si forte, si intense, qu'elle a touché quelque chose de profond en lui. Mais au lieu de le rassurer, cela l'a effrayé. Il a senti qu'il pourrait se perdre en vous, que cette relation pourrait exiger plus que ce qu'il pense pouvoir donner. Le silence devient alors une manœuvre désespérée pour reprendre le contrôle, pour recréer une distance de sécurité et respirer à nouveau. Il pense à vous, oui, mais comme on pense à un feu magnifique qu'on a dû éteindre de peur qu'il ne consume toute la maison. Toutes ces raisons sont plausibles, elles décrivent un comportement, mais elles ne font qu'effleurer la surface du problème. Car si vous restez à ce niveau d'analyse, vous restez piégé dans son histoire. Vous passez votre temps à essayer de devenir une experte de sa psyché, à deviner ses peurs, à anticiper les mouvements de son ego. Vous devenez une stratège de l'amour, calculant le bon moment pour envoyer un message, le bon ton à adopter, la bonne distance à maintenir. Et pendant ce temps, votre propre vie émotionnelle est en suspens, suspendue à ses actions ou à son inaction. Le véritable tournant se produit lorsque vous comprenez que ces explications, bien que réelles, ne sont pas la vérité la plus profonde. Elles sont le symptôme, pas la cause. La cause réside dans un mécanisme psychique bien plus puissant,
un mécanisme que Carl Jung a passé sa vie à explorer, la projection. Et c'est ici que le silence de cet homme cesse d'être une histoire sur lui, pour devenir une invitation à comprendre quelque chose de fondamental sur vous. La douleur que vous ressentez n'est pas proportionnelle à la durée de la relation. Elle est proportionnelle à l'intensité de ce qui a été activé en vous. Et ce qui a été activé n'est pas seulement de l'amour, c'est la puissance de l'inconscient. Pour comprendre la dynamique qui se joue, il faut descendre d'un étage, quitter le salon bien rangé de la psychologie populaire pour entrer dans les caves de la psyché, là où Carl Jung nous guide. Jung nous a appris que nous ne tombons que très rarement amoureux de la personne réelle qui est en face de nous. Nous tombons amoureux de la personne qui porte le mieux la projection d'une image intérieure que nous portons en nous depuis toujours. Pour un homme, cette image est l'anima. L'anima est l'archétype du féminin qu'il porte dans son inconscient. C'est une collection de toutes ses expériences avec les femmes, à commencer par sa mère, mais c'est aussi une image innée, une essence de l'âme féminine, mystérieuse, inspirante, parfois dangereuse. Quand un homme est captivé par une femme, c'est souvent parce qu'elle est devenue, à son insu, l'écran parfait pour la projection de son anima. Pensez à votre connexion. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti incroyablement vue, comprise sans même avoir à parler. Il semblait deviner vos pensées, anticiper vos désirs. Cette sensation de magie et de destin est souvent le signe d'une projection réussie. Il ne vous voyait pas, vous, dans votre totalité complexe et parfois contradictoire. Il voyait son anima prendre vie à travers vous. Et vous, en étant réceptive, chaleureuse, compréhensive, vous avez fourni la toile parfaite pour que cette peinture intérieure puisse s'épanouir. Ceci n'est pas une critique, c'est un mécanisme humain fondamental. Le problème, c'est que la projection est par nature instable. Elle dépend entièrement du fait que l'autre personne continue de jouer le rôle qui lui a été assigné inconsciemment. Et c'est là que votre retrait change toute la donne. En arrêtant de le poursuivre, en cessant d'être disponible et en vous murant dans votre propre silence, vous avez fait quelque chose de radical. Vous avez retiré l'écran. Vous avez cessé d'être le miroir passif de son monde intérieur. Le film s'est arrêté. L'image de son anima, qui vivait si bien à travers votre présence et votre attention, s'est soudainement évanouie. Son silence n'est donc pas forcément un silence d'indifférence. C'est souvent un silence de confusion, de désorientation. L'homme est seul, face à un vide. La déesse, l'inspiratrice, la femme magique qui semblait le comprendre si bien, a disparu. Il se retrouve face à un espace blanc. Il pense à vous, oui, mais à qui pense-t-il vraiment ? Pense-t-il à vous, la femme réelle, avec vos propres besoins, vos propres limites et votre propre vie ? Ou pense-t-il à la perte de la sensation merveilleuse que la projection de son anima lui procurait ? C'est une distinction douloureuse mais absolument cruciale. Il est en deuil non pas de vous, mais de l'image de vous qu'il avait créée. Et son silence est le temps dont son ego a besoin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi la magie a-t-elle disparu ? Pourquoi le miroir ne lui renvoie-t-il plus le reflet apaisant de son propre monde intérieur ? Il est confronté non pas à votre absence, mais à la sienne. Il est confronté à la vacuité de son propre paysage émotionnel, une fois que la lumière de la projection s'est éteinte. Comprendre cela est le premier pas vers votre libération. Car vous réalisez que vous n'êtes pas en compétition avec une autre femme, vous êtes en compétition avec un fantôme, une image archétypale dans sa psyché. Et c'est une bataille que vous ne pouvez pas et ne devez pas gagner. Votre seule issue est de refuser de jouer le rôle de l'écran. Votre pouvoir n'est pas de le forcer à vous voir, mais de commencer, enfin, à vous voir vous-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la projection explique son comportement, elle ne révèle qu'une moitié du tableau. L'autre moitié, la plus inconfortable et la plus importante, se trouve de votre côté du miroir. Si sa projection explique son silence, la vôtre explique votre douleur. Pourquoi son absence vous affecte-t-elle à ce point ? Pourquoi ce silence particulier, venant de cet homme précis, a-t-il le pouvoir de déstabiliser tout votre équilibre intérieur ? La réponse, encore une fois, se trouve dans la psychologie jungienne, et elle porte un nom, l'animus. Tout comme l'homme porte en lui une image intérieure du féminin, l'anima, la femme, porte en elle une image intérieure du masculin, l'animus. L'animus est l'archétype de la logique, de la pensée, de l'action, de l'autorité spirituelle.
C'est une figure composite, formée par l'image du père, des figures masculines importantes et des qualités masculines que la femme porte en elle, mais qu'elle n'a pas encore intégrées consciemment. Lorsque vous avez rencontré cet homme, quelque chose en lui a cliqué. Il a correspondu, peut-être de manière troublante, à une facette de votre animus. Peut-être était-ce sa force tranquille, son intelligence, sa créativité, ou même une certaine distance qui semblait promettre une profondeur cachée. Vous avez projeté sur lui l'image de l'homme qui sait, qui comprend, qui a le pouvoir de vous voir et de vous choisir. Inconsciemment, vous lui avez confié une partie de votre propre autorité intérieure. La connexion intense que vous avez ressentie n'était pas seulement un lien entre deux personnes. C'était une rencontre entre son anima projeté et votre animus projeté. Un théâtre d'ombres magnifique et électrisant, où deux inconscients se reconnaissaient et dansaient ensemble. Et maintenant, le silence. Son silence ne fait pas que vous priver de sa présence, il attaque directement votre projection. L'homme qui était censé savoir est maintenant silencieux et confus. L'homme qui était censé agir avec clarté et détermination est passif. L'homme qui devait vous choisir vous laisse dans l'incertitude. Le miroir dans lequel vous voyez votre idéal masculin s'est brisé. La douleur que vous ressentez est donc une double douleur. C'est la douleur de son absence, mais c'est aussi, et surtout, la douleur de la chute d'un Dieu intérieur. C'est la perte de l'espoir qu'il soit celui qui allait enfin valider votre valeur, qui allait vous donner la reconnaissance que vous attendiez. Et c'est ici que le silence de cet homme devient un cadeau empoisonné. Il met en lumière une dépendance fondamentale. Il révèle que vous aviez externalisé une partie cruciale de votre psyché. Vous aviez donné à cet homme le pouvoir de définir votre valeur, le pouvoir de votre propre validation. L'animus, qui est censé être votre pont vers votre propre pensée claire, votre propre action et votre propre autorité, était projeté à l'extérieur. Ce silence active également ce que Jung appelle un complexe. Un complexe est un ensemble de souvenirs, d'émotions et de pensées chargées d'énergie, généralement formés dans l'enfance. Si vous avez une blessure d'abandon, par exemple, son silence ne sera pas juste décevant. Il sera une confirmation terrifiante de votre peur la plus profonde. Je ne suis pas assez bien pour qu'on reste pour moi. Le silence de l'adulte d'aujourd'hui réveille la douleur de l'enfant d'hier. Voilà pourquoi l'attente est si destructrice. En attendant qu'il brise le silence, vous attendez qu'il vienne réparer votre projection brisée. Vous attendez qu'il vienne apaiser le complexe qu'il a réveillé. Vous lui donnez un pouvoir qu'aucun être humain ne devrait avoir sur un autre. Vous restez une enfant psychique, attendant qu'une figure parentale vienne vous dire que tout va bien. Le véritable chemin de guérison, le chemin de l'individuation cher à Jung, ne consiste pas à le faire parler. Il consiste à retirer votre projection. Il consiste à reprendre en vous l'autorité, la clarté et la valeur que vous aviez placées en lui. C'est un travail difficile, car il exige de faire le deuil non seulement de lui, mais de l'illusion qu'un autre peut vous compléter. C'est le début d'un retour à soi, un retour à votre propre centre, là où votre valeur ne dépend plus du reflet dans les yeux d'un autre. Le tournant se produit au moment précis où votre question change. Vous cessez de vous demander « que pense-t-il » et vous commencez à vous demander « qu'est-ce que ce silence m'oblige à ressentir en moi ?» C'est un changement de focus qui déplace le pouvoir de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est plus son histoire, c'est la vôtre. Ce moment est souvent précédé par un épuisement total. L'épuisement d'analyser, d'interpréter, d'espérer. Votre esprit a tourné en boucle, a construit des milliers de scénarios, et il est fatigué. C'est une grâce, car c'est lorsque le mental abandonne que le corps et l'âme peuvent enfin parler. Le premier pas est de cesser de considérer votre retrait comme une tactique. Tant que vous vous dites « je ne le contacte pas pour qu'il réagisse », vous êtes encore dans le jeu. Vous êtes encore en train de manipuler la dynamique, même passivement. Le véritable détachement commence quand votre silence n'est plus une stratégie destinée à l'autre, mais une décision prise pour vous-même. C'est un acte de dignité. Vous ne vous retirez pas pour le punir ou le tester, vous vous retirez parce que l'attente vous coûte trop cher. Elle vous coûte votre paix, votre énergie, votre présence à votre propre vie. Le silence devient alors non pas un vide à supporter, mais un espace à habiter. Au début, cet espace est inconfortable. Il est rempli de l'écho de son absence, de l'anxiété, du manque. C'est le moment de ne pas fuir. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide avec des distractions, d'autres rencontres ou un travail acharné.
Asseyez-vous avec l'inconfort. Respirez dedans. C'est ici que vous commencez le travail de retrait de la projection. Concrètement, cela signifie identifier les qualités que vous lui aviez attribuées. Était-il le seul à pouvoir comprendre votre âme d'artiste? Était-il le seul à avoir cette force tranquille qui vous rassurait? Était-il celui qui allait donner un sens à votre vie? Prenez chacune de ces qualités et posez-vous la question: où cette qualité existe-t-elle déjà en moi, même à l'état de graine? Si vous admiriez sa créativité, c'est un appel à nourrir la vôtre. Reprenez ce projet que vous aviez mis de côté. Si vous admiriez sa force, c'est un appel à développer votre propre colonne vertébrale, à poser vos limites dans d'autres domaines de votre vie. Si vous attendiez de lui qu'il donne un sens à votre existence, c'est l'invitation la plus profonde à trouver ce sens en vous, pour vous. Ce processus est l'intégration de l'animus. Vous cessez de chercher le Dieu à l'extérieur et vous commencez à cultiver votre propre autorité intérieure, votre propre sagesse. C'est un travail alchimique. Vous transformez la douleur du manque en la puissance de la présence à soi. L'énergie que vous dépensiez à penser à lui, à vérifier votre téléphone, à imaginer des conversations, est une quantité phénoménale d'énergie psychique. Le but n'est pas de la réprimer, mais de la rediriger. Canalisez cette obsession dans quelque chose qui vous nourrit. La peinture, l'écriture, la danse, la nature, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, le soin de votre corps. Chaque fois que son visage apparaît dans votre esprit, reconnaissez la pensée, puis déplacez consciemment votre attention vers quelque chose qui vous appartient, qui vous construit. Vous devenez votre propre projet, votre propre histoire d'amour. Si ce processus de retour à soi nomme quelque chose que vous n'avez jamais pu dire à voix haute, écrivez une seule phrase pour vous-même, dans un carnet ou ici. Une phrase qui ancre cette nouvelle décision. Ce n'est pas pour les autres, c'est un contrat avec votre propre âme. Peu à peu, quelque chose de miraculeux se produit. Le silence extérieur de cet homme devient moins assourdissant. Parce qu'à l'intérieur de vous, une conversation a commencé. La conversation entre vous et votre soi, votre centre le plus profond. Vous commencez à habiter votre propre vie si pleinement que l'espace qu'il occupait se réduit. Non pas par la force, mais par le simple fait que vous avez rempli votre propre maison de votre propre présence. Vous n'attendez plus que quelqu'un vienne allumer la lumière. Vous avez appris à le faire vous-même. Lorsque vous cessez d'attendre et que vous commencez à vivre, le champ énergétique autour de vous se modifie profondément. Vous ne vibrez plus le manque, l'attente, le besoin. Vous vibrez la complétude, l'autonomie, la dignité. C'est un état qui est non seulement profondément paisible pour vous, mais qui est aussi perçu, consciemment ou non, par les autres. Maintenant, revenons à cet homme et à son silence. Que se passe-t-il lorsque vous avez véritablement retiré votre projection et que vous êtes revenu à votre centre? Deux scénarios principaux sont possibles. Et pour la première fois, vous êtes en paix avec les deux. Le premier scénario, il revient. Il brise le silence. Il envoie un message, il appelle. Mais la dynamique a changé de manière irréversible. Il ne revient pas vers la femme anxieuse et disponible qui était le miroir de son anima. Il revient vers une femme qui a son propre centre de gravité. Une femme dont le bonheur ne dépend pas de son message. Sa tentative de reprendre le jeu de la projection ne fonctionnera plus. Si son message est vague, du genre « Salut, comment ça va ?», vous n'allez plus y investir tout un roman d'espoir. Vous répondrez poliment, mais sans y mettre toute votre énergie. Vous êtes devenue une observatrice calme de la situation. Vous voyez le mécanisme. Vous voyez sa tentative de retrouver le reflet confortable qu'il a perdu. S'il revient avec une véritable intention, une vulnérabilité, une conscience de ce qui s'est passé, alors une nouvelle conversation est possible. Mais elle se déroulera sur un tout autre plan. Ce ne sera plus la danse des projections, mais une rencontre entre deux individus plus conscients. Il devra faire face à la femme réelle que vous êtes, avec vos limites et votre autonomie. Et vous devrez faire face à l'homme réel qu'il est, avec ses peurs et ses failles, sans le phare de votre animus projeté. Une relation peut alors se construire, plus sobre, plus mature, plus solide. Mais vous n'en avez plus besoin pour survivre. C'est devenu un choix, pas une nécessité.
Le deuxième scénario, il ne revient pas. Son silence devient permanent. Et c'est là que vous mesurez l'ampleur de votre transformation. Quelques mois plus tôt, cette perspective aurait été dévastatrice. Aujourd'hui, elle est empreinte d'une étrange sérénité. Vous comprenez que son silence n'était pas un test que vous avez échoué, mais une information que vous avez enfin acceptée. L'information que la connexion était principalement basée sur un jeu d'ombre. L'information qu'il n'était pas capable, ou pas prêt, à rencontrer la femme réelle derrière le miroir. Et c'est une information libératrice. Vous réalisez que vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez perdu une illusion. Vous avez perdu le rôle de porteuse de son âme, un rôle épuisant et ingrat. En échange, vous avez gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, vous-même. La douleur de son absence s'estompe, remplacée par la joie solide de votre propre présence. Vous regardez le chemin parcouru et vous ressentez de la gratitude, non seulement pour votre propre force, mais même pour son silence. Car c'est ce silence qui a été le catalyseur. C'est lui qui vous a forcé à descendre dans vos propres profondeurs, à affronter vos complexes, à retirer vos projections et à réclamer votre pouvoir. L'histoire n'est plus l'homme qui m'a abandonné. L'histoire devient le silence qui m'a réveillé. Le téléphone est toujours sur la table, mais il n'est plus un autel sur lequel vous sacrifiez votre paix. C'est juste un objet. Vous le regardez et pour la première fois, vous ne ressentez plus cette tension dans vos épaules. Vous ressentez une calme indifférence. Vous n'attendez plus de message. Parce que le seul message qui comptait vraiment, vous le donnez désormais à vous-même, chaque jour. Le message que vous êtes complète, que vous êtes digne, que vous êtes chez vous. Mon silence n'est pas un jeu, c'est mon retour à moi-même. Pourtant, cette déclaration, si puissante soit-elle, n'est que le début du véritable voyage. C'est la décision intellectuelle, la porte que l'on pousse. Derrière cette porte se trouve le lent et profond travail de réappropriation du corps et de l'âme, un travail qui va bien au-delà de la simple absence de contact. Car l'attente n'était pas qu'une pensée, c'était un état physique. Votre corps entier était en mode veille. Il s'est inscrit dans ce que l'on pourrait appeler une mémoire cellulaire de l'attente. La tension dans le cou, prête à se pencher sur un écran. La respiration courte, suspendue dans l'expectative. Le creux dans l'estomac, un mélange d'espoir et d'anxiété. Votre corps était devenu une antenne, entièrement tournée vers l'extérieur, cherchant un signal qui ne venait pas. Le retour à soi est donc, avant tout, un dégel corporel. C'est le moment où, après des semaines de tension, vous prenez une douche et vous sentez, pour la première fois, l'eau chaude sur votre peau, sans arrière-pensée. C'est lorsque vous mangez un repas et que vous en savourez le goût, au lieu de l'avaler machinalement en ressassant des souvenirs. C'est la première respiration profonde qui ne s'arrête pas dans votre gorge, mais qui descend jusque dans votre ventre, le dénouant. Ce sont des micro-moments de présence pure. Vous marchez dans la rue et vous sentez le poids de vos pieds sur le sol. Vous buvez un thé et vous sentez sa chaleur se diffuser dans vos mains. Ces sensations, si banales en apparence, sont des actes révolutionnaires. Elles sont la preuve que votre énergie nerveuse, autrefois entièrement mobilisée pour scanner l'horizon digital, commence à refluer en vous. Vous cessez d'être une conscience projetée dans un téléphone pour redevenir un corps vivant, ancré dans l'instant. Votre corps, qui était la prison de votre attente, devient le temple de votre libération. Bien sûr, ce chemin n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours de rechute. Un souvenir, une chanson, un lieu qui vous ramène en arrière. L'envie fulgurante de regarder son profil, de vérifier s'il est en ligne. Ces moments ne sont pas des échecs. Ils sont des messagers de votre part d'ombre. La part d'ombre, dans la terminologie jungienne, ce sont les aspects de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir. Et dans cette situation, l'ombre peut prendre plusieurs visages. Il y a la petite fille en vous, terrifiée par l'abandon, qui crie « Fais quelque chose pour qu'il revienne, prouve-lui que tu existes ». Il y a aussi une part de vous, plus subtile, qui était devenue accro au drame émotionnel, à l'intensité de l'attente, car elle donnait, à tort, un sentiment d'être vivante.
Et il y a peut-être même une part de vous qui a peur de sa propre autonomie, de l'espace vide que laisse le retrait de la projection. Car si vous n'êtes plus celle qui attend, qui êtes-vous? Le travail n'est pas de faire taire cette ombre, mais de l'accueillir avec une compassion radicale. Lorsque l'envie de le contacter vous submerge, au lieu de céder ou de vous flageller, vous pouvez faire une pause et lui parler intérieurement. Je te vois, la part de moi qui a peur. Je sens ton anxiété. Tu crois que sa validation est nécessaire à notre survie. Mais aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Aujourd'hui, nous choisissons la paix plutôt que l'illusion. En dialoguant avec cette part de vous, vous cessez d'en être la victime. Vous devenez la mère bienveillante de votre propre enfant intérieur blessé. Vous intégrez votre ombre au lieu de la laisser diriger votre vie depuis les coulisses. Avec le temps, des signes concrets de votre transformation intérieure commenceront à apparaître. Ce ne sont pas des feux d'artifice, mais des changements subtils et profonds. Le premier signe est une modification de votre dialogue intérieur. La question « qu'ai-je fait de mal ?» se transforme en « de quoi ai-je besoin, ici et maintenant ?» Le juge intérieur qui cherchait la faute est remplacé par un soignant intérieur qui cherche le bien-être. Le deuxième signe est votre rapport au temps. Avant, le temps était une succession d'heures vides, mesurées par son silence. Une journée sans message était une journée d'échec. Maintenant, le temps redevient le vôtre. Vous le mesurez en chapitres de livres lus, en kilomètres parcourus, en conversations nourrissantes avec des amis, en progrès sur un projet personnel. Le temps n'est plus un vide à combler, mais une toile à peindre. Le troisième signe est le retour de la joie spontanée. Un rire qui éclate devant un film, un sentiment d'émerveillement face à un coucher de soleil, le plaisir simple de danser seul dans votre salon. Ce sont des bulles de votre force vitale qui remontent à la surface. Votre libido, au sens jungien d'énergie de vie, qui était entièrement investie dans l'obsession pour lui, vous est restituée. Elle redevient disponible pour votre propre existence. Enfin, vient le test pratique ultime. Ce n'est pas le scénario où il revient, mais un moment plus anodin et pourtant plus révélateur. Vous faites défiler nonchalamment votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, et soudain, une photo de lui apparaît. Il est avec des amis, il sourit. Observez votre réaction. L'ancienne vous aurait ressenti une décharge électrique dans le ventre, le cœur qui s'emballe, le souffle qui se coupe, une avalanche de questions. Où est-il? Qui sont ces gens? Est-il plus heureux sans moi? La journée aurait été gâchée, l'esprit envahi. La nouvelle vous, celle qui a fait le chemin, réagit différemment. Il y a une pause, une reconnaissance, peut-être l'ombre d'une nostalgie, comme une cicatrice qui picote quand le temps change. Mais il n'y a pas de détournement de votre système nerveux. Vous respirez calmement. Une pensée traverse votre esprit, claire et détachée. Je suis contente pour lui, ou je lui souhaite le meilleur. Et puis, l'impensable se produit. Vous continuez à faire défiler l'écran. L'événement n'a pas pris le contrôle, il n'a pas piraté votre paix intérieure. Il n'est qu'une information parmi d'autres. À cet instant précis, vous savez, dans chacune de vos cellules, que vous êtes libre. La projection a été entièrement retirée. Il n'est plus le porteur de votre destin, il est juste quelqu'un que vous avez connu. Ce voyage, qui a commencé avec le silence assourdissant d'un autre, s'achève dans la plénitude de votre propre voix intérieure. Cet homme, sans le savoir et sans le vouloir, a été votre maître involontaire. Il a été le catalyseur qui vous a poussé à entreprendre le plus important des pèlerinages, celui qui mène à soi. La question n'a jamais été de savoir s'il pensait encore à vous. La vraie question était de savoir quand vous alliez enfin commencer à penser pleinement à vous-même. Son silence vous a offert un espace, d'abord terrifiant, puis sacré, pour faire exactement cela. La plus grande histoire d'amour de votre vie n'est pas celle qui aurait pu être avec lui. C'est celle qui a commencé le jour où vous avez choisi votre dignité plutôt que son attention, votre paix plutôt que l'espoir de sa présence. Vous avez cessé de chercher un sauveur et vous êtes devenue votre propre héroïne. Alors la prochaine fois que la nuit tombera et que le silence s'installera, vous ne ressentirez plus ce poids sur vos épaules. Vous ressentirez peut-être une gratitude tranquille, une gratitude pour ce chemin qui vous a dépouillé de vos illusions pour vous rendre à votre vérité.
Vous n'êtes plus un navire qui attend désespérément la lumière d'un phare lointain pour trouver son chemin. Vous avez appris à naviguer en lisant les étoiles. Votre propre ciel intérieur est devenu votre seule et unique carte. Et désormais, vous savez que quelle que soit la destination, vous êtes déjà arrivé à bon port. Vous êtes chez vous.